Hebdomadaire Conseil des ministres, le gouvernement s'est réuni ce jeudi matin à l'ordre du jour la tentative de coup d'État au Burkina Faso. À ce jour, on dénombre 10 militaires et 5 civils arrêtés. Sur le plan sanitaire, le Conseil des ministres confirme la présence de cas de grippe aviaire au Burkina Faso. On en parle en début de journal. Cet officiel, le contrôleur général de police Dieudonné Ouattara, est au commandement de la police nationale. Nommé le 5 janvier dernier, il a pris fonction hier et promet diriger sous le signe de la cohésion entre les différents corps de la police. Les images de la passation de commandement dans ce 20h. Dans la sous-région, nous parlons ce soir de l'actualité malienne. Les sanctions de la CEDEAO divisent les citoyens maliens. Le mouvement Yerewolo pense que la France est derrière les sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali. Selon ce mouvement, la France tente d'isoler le Mali. Bonsoir, bienvenue à cette édition. L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 13 janvier sous la présidence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Au menu de ce conseil, le point des investigations sur la tentative de coup d'État, le report des élections municipales de mai 2022, ainsi que la confirmation de cas de grippe aviaire dans certaines régions du Burkina Faso. Le point du Conseil des ministres avec Serge Kaboré. 15 personnes, dont des militaires et des civils, ont été interpellées dans le cadre de la tentative de déstabilisation de l'État burkinabé. C'est ce qui ressort du compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu ce 13 janvier au palais de Kosiam. À ce jour, selon le ministre en charge de la sécurité, 12 personnes sont toujours en détention. Cette action judiciaire qui a été décidée par le procureur militaire fait suite à une dénonciation d'un militaire qui aurait été contacté par un groupe d'individus pour rejoindre le groupe pour mener des actions de déstabilisation contre les institutions. Ces interpellations ont été conduites par la gendarmerie nationale et au jour d'aujourd'hui, donc depuis hier, point de situation, fait état de 15 personnes qui ont été déjà interpellées, au nombre desquels 10 militaires, 2 officiers, 7 sous-officiers et militaires du rang, et 5 civils. Et à l'issue des premières auditions, 3 personnes ont été relaxées, dont 2 civils et un militaire. Donc ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, il y a encore 12 qui sont toujours en détention préventive pour les besoins de l'enquête. Initialement prévues pour se tenir en mai 2022, les élections municipales ont été repoussées à une date ultérieure. La question a fait l'objet de communications orales au cours du Conseil des ministres. Vous vous rappelez qu'on avait reporté les élections municipales au mois de mai 2022, mais ce matin, très tôt, le ministre a eu une réunion avec les différents acteurs chargés, impliqués dans le dialogue politique, le comité de suivi. Et donc, ils se sont entendus sur le fait que, compte tenu de la situation actuelle, il faut être raisonnable et reconnaître qu'on ne pourra pas respecter les élections pour le mois de mai 2022. Mais le comité a décidé de se retrouver le 25 janvier pour décider de la formule par laquelle on pourra organiser les élections ou pas. Le Conseil a aussi été informé par le ministre en charge des ressources animales et halieutiques sur des cas de grippe aviaire dans certaines localités du Burkina Faso. Nous avons pu observer à travers nos services techniques vétérinaires de fortes mortalités de volailles dans les élevages et dans certaines localités du pays. Et des prélèvements ont été faits et des analyses ont été effectuées aussi bien au Burkina, au niveau du laboratoire national. Et également, des échantillons ont été envoyés à l'extérieur au niveau du laboratoire de référence de l'Organisation mondiale de la santé animale
et ces analyses, et nous avons reçu donc les résultats et qui confirmaient donc nos suspicions quant à la grippe aviaire et cause donc de ces mortalités. Et pour freiner la propagation de la grippe aviaire, en plus des dispositions qui avaient déjà été prises, un plan de riposte a été présenté au Conseil. À noter qu'à ce jour, il n'existe pas encore de médicaments contre cette maladie qui touche principalement les oiseaux sauvages et la volaille. Et au cours de cette rencontre, le ministre en charge de la communication a fait un rapport sur une étude au sujet de la stratégie de communication du gouvernement burkinabé. Au terme de ce rapport qui a été examiné par le gouvernement, 5 recommandations ont été soumises à l'appréciation du Conseil dans l'optique d'améliorer la stratégie de communication des autorités burkinabées. On écoute le porte-parole du gouvernement sur la question à l'issue de cette rencontre. Il est au micro de Serge Kabouré. La première des recommandations, c'est l'adoption d'un organigramme type de direction de la communication et la presse ministérielle. Parce que l'étude a révélé qu'on n'avait pas le même type d'organisation. Donc aujourd'hui, il s'agit donc d'harmoniser l'organigramme au niveau donc des différentes BCPM. Deuxième recommandation, c'est la mise en place d'une cellule et d'un dispositif de communication en temps de crise. Et vous savez qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'avoir une telle organisation. Donc une cellule sera mise en place qui va être activée à chaque fois que de besoin. Et le dispositif donc va être rodé pour qu'on ne soit pas pris en train de courir après l'information, mais d'anticiper par rapport à, donc, aux différentes situations. Troisième point, c'est l'adoption d'une charte graphique nationale. Quand vous regardez les en-têtes des différents ministères, on ne sent pas une harmonisation. Donc le Conseil a instruit le ministre en charge de la préoccupation de travailler avec la grande chancellerie afin qu'on puisse avoir donc une charte graphique nationale. Quatrième point, c'est la question du branding pour l'image du Burkina Faso, au niveau national évidemment, mais surtout au niveau international. Et là également, ils vont aller chercher les valeurs qui nous sont propres pour faire en sorte effectivement qu'on puisse avoir un branding qui valorise notre image, l'image de notre pays à l'international. Enfin, c'est la cinquième recommandation, c'est le plan donc, de formation de l'ensemble des acteurs. Parce que c'est un dispositif nouveau et il y a nécessité que les différents acteurs soient formés. Nommé en Conseil des ministres le mercredi 5 janvier dernier comme directeur général de la police, le contrôleur général de police Dieudonné Ouattara a été installé dans ses fonctions ce 12 janvier 2022. La passation de commandement qui a réuni le ministre de la Sécurité, le directeur de la police sortant et celui entrant s'est tenu devant le nouveau siège de la direction de la police nationale. L'ambiance de la cérémonie avec Fatima Tanikima dans ce reportage. C'est un cérémoniel de passation de commandement entre le directeur général de la police nationale sortant, le ministre en charge de la sécurité et le tout nouveau directeur général de la police nationale. Dieudonné Ouattara, le nouveau dirigeant de la police nationale et contrôleur général de police, était jusqu'à ce jour le secrétaire permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse. Il dit placer son nouveau mandat sous le signe de la cohésion entre les différents corps de la police. Nous avons une mission que nous devons assumer en collégialité et ce qu'il faut faire, il s'agit d'abord de pouvoir cultiver cette cohésion au sein du corps. On a bien dit que l'union fait la force et il s'agira effectivement d'être aux côtés des hommes, pour pouvoir mener correctement nos missions et qu'il n'y ait pas effectivement de distance. Je pense que cette cohésion passera effectivement par le rapprochement du commandement avec les hommes sur le terrain pour vraiment mener ce que nous avons comme mission. Né le 31 mai 1974 à Bobo Dioulasso, celui qui commande désormais toute la police nationale burkinabé est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en linguistique et doctorant
en sciences du langage à l'école doctorale, lettres sciences humaines et communication de l'université Joseph Kizerbo. L'ensemble à mon commandement. Après avoir participé à plusieurs travaux sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, le nouvel homme fort de la police nationale compte travailler d'arrache-pied pour une contribution efficiente du corps de la police à la lutte contre l'insécurité dans le pays. Ma mission sera d'engager les forces de police de façon soutenue auprès des autres frères d'armes pour pouvoir faire face à l'hydre terroriste. Vous savez qu'il y a une stratégie de lutte contre le terrorisme où effectivement chaque corps doit jouer sa partition et la police nationale sous ma houlette s'engage effectivement à jouer sa partition dans en tout cas la mise en œuvre de cette stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Son prédécesseur Jean Bosco Kienou, appelé à d'autres fonctions, a dirigé la police nationale de 2017 à 2022. Inspecteur général de police, il est nommé conseiller technique. En politique, le groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement UPC dresse le bilan de sa participation à la deuxième session parlementaire consacrée au vote du budget 2022 et à la première session extraordinaire de l'année 2021. C'est un bilan satisfaisant que le député Amadou Diamdo Dadiko et ses camarades ont dressé face aux hommes de médias. Durant ces sessions, le groupe parlementaire UPC a donné ses voix pour l'adoption de plusieurs projets. On en parle avec Loubaki Mamidriana Kamabo. Au cours de la première session extraordinaire de l'année 2021, 2 lois ont été adoptées. Il s'agit de la loi portant prorogation de l'état d'urgence et celle portant cadre juridique et institutionnel du partenariat public et privé au Burkina Faso. Le groupe parlementaire UPC a donné sa caution pour l'adoption de ces 2 projets de loi. À cette conférence de presse, l'Union pour le progrès et le changement évoque les raisons de sa participation dans l'adoption de ces lois. Nous sommes allés à la mouvance dans le cadre de la question de la réconciliation nationale, dans le cadre également sécuritaire, parce que nous avons, après nos analyses, nous nous sommes dit le moment n'est pas là, n'est pas de jouer dans des questions politiciennes, mais le moment est venu de régler une question et c'est la question sécuritaire. Donc aujourd'hui, notre question est une question de solidarité, est une question de cohésion sociale, est une question de cohésion politique pour également aller pour combattre l'hydre terroriste. L'UPC a aussi participé au débat et à l'adoption de 12 autres projets de loi lors de la deuxième session ordinaire de l'année 2021, parmi lesquels celui portant budget de l'État, exercice 2022. Les députés du groupe parlementaire de l'UPC ont par ailleurs formulé des recommandations et interpellé le gouvernement sur l'utilisation rationnelle et efficace des ressources allouées. Tous ces 3 temps-là, nous avons été présents. Et dans le contrôle du gouvernement, vous avez dû remarquer que nous avons joué notre partition à l'Assemblée nationale en préparant parfois des questions osées au Premier ministre, bien que nous soyons donc de la majorité présidentielle. Donc nous n'avons pas failli à ce devoir-là. Nous avons été présents, nous n'avons manqué à aucun rendez-vous. On peut vraiment se satisfaire de notre participation à ces premières années de législature. Les députés du groupe parlementaire UPC ont mené d'autres activités sur le plan national, notamment les journées de redevabilité auprès des populations de régions du centre-nord, du centre-sud, du centre et du sud-ouest. Économie dans ce 20h, le bureau d'analyse et d'études stratégiques relance le débat sur l'ECO, la monnaie unique indépendante de la CEDEAO. Ce bureau a organisé ce matin même une conférence publique sur les implications du passage du franc CFA à l'ECO. Objectif, identifier les implications économiques, géopolitiques et diplomatiques pour le Burkina Faso et réfléchir aux mesures pour tirer meilleur profit de cette monnaie. Maxime Choïd Bambara.
Alors que le lancement de la monnaie unique indépendante de la CEDEAO dénommée ECO est annoncé pour 2027, le Bureau d'analyse et d'études stratégiques relance les débats sur les implications du passage du franc CFA à l'ECO à travers cette conférence publique. L'intérêt est d'identifier ces implications qui sont à la fois d'ordre économique, politique et diplomatique et réfléchir aux mesures que le Burkina Faso pourrait prendre pour tirer meilleur profit de cette monnaie. On intègre une zone économique beaucoup plus large, 386 millions de consommateurs, alors qu'on était à 80 millions. Donc naturellement, en termes d'opportunités pour nos opérateurs économiques, pour toute la population, cela naturellement est dans l'intérêt du pays. Mais bien sûr, cela a également des défis, puisque c'est un espace qui va être beaucoup plus concurrentiel. Selon le conférencier, le professeur Ousseini Eli, l'une des implications économiques du passage du franc CFA à l'ECO est qu'elle entraînera une indépendance monétaire des pays membres vis-à-vis de la France. Oui, sur le plan monétaire naturellement, puisque vous savez que le CFA dans lequel nous sommes aujourd'hui est plus ou moins, en tout cas sa gestion implique énormément la France, ce qui est décrié par une bonne partie de l'opinion. Et maintenant, le passage à cette monnaie régionale va naturellement mettre la France à l'écart. Et on pourrait dire qu'en tout cas au plan régional, il y a une indépendance, mais au plan individuel, naturellement, cette indépendance n'existera pas, puisqu'il faut gérer cette monnaie de manière communautaire avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Selon le conférencier, le professeur Ousseini Eli, l'une des implications économiques du passage du franc CFA à l'ECO est qu'il entraînera une indépendance monétaire des pays membres vis-à-vis de la France. La France est un acteur majeur au niveau de l'UEMOA et le franc CFA est un instrument majeur de la politique française à l'intérieur de l'UEMOA pour ses intérêts. Et donc, voir cet instrument-là disparaître, naturellement, ce n'est pas de gaieté de cœur pour les Français. Donc, il est clair que dans l'ombre, les Français travailleraient à la retarder ou en tout cas à le faire échec. Et également au niveau interne, tous les acteurs ne sont pas au même niveau d'appréciation des intérêts. Vous avez des grands pays comme le Nigeria qui semblent être plus ou moins indifférents. Parce que le Nigeria, lui seul, est une région, donc le projet ne semble pas véritablement emballer le Nigeria. Cette conférence publique s'inscrit dans les missions du Bureau d'analyse et d'études stratégiques, à savoir développer et promouvoir l'intelligence économique, conduire des études et des réformes d'ordre stratégique et mener des réflexions sur des thématiques dites intelligentes. Après les sanctions infligées au Mali lors du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA, les contestations fusent de partout. Au Burkina Faso, partis politiques et organisations de la société civile dénoncent les agissements des chefs d'État. La COPABF, entendue la coalition des patriotes africains section Burkina, est remontée contre le président du Faso parce qu'il s'est associé à des sanctions dites impopulaires. La COPABF invite Roch-Marc Christian Kaboré à se raviser. Un ultimatum est même lancé au chef de l'État burkinabé pour qu'il clarifie sa position vis-à-vis du Mali. Michael Tougré. Les sanctions des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA passent difficilement du côté de la COPABF. Face à la presse, cette organisation de la société civile est montée au créneau pour dénoncer l'attitude des chefs d'État, plus particulièrement celle de Roch-Marc Christian Kaboré. Selon la COPABF, le Burkina Faso et le Mali forment une communauté de destin et le peuple malien est libre de mener sa transition en fonction de ses aspirations, sans aucune injonction d'un regroupement dit de syndicats de chefs d'État, s'insurge la COPABF. Le Mali est dans son droit. Le Mali est dans son droit de faire ce que le peuple lui recommande. La transition également est dans son droit de donner le nombre d'années qu'elle veut pour pouvoir rétablir la sécurité au Mali. Donc, pour ce qui concerne les chefs d'État, nous savons que c'est la France encore qui est derrière cela. Et aujourd'hui, ça continue. C'est l'aboutissement effectivement de ces pressions sur le Mali là, que nous voyons aujourd'hui à travers ces sanctions de ces chefs d'État qui sont à la solde du pouvoir français. Et donc nous pensons que c'est illégitime et nous nous positionnons contre cela. La COPABF invite donc le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, à se démarquer des sanctions contre le peuple malien. Un ultimatum lui est même donné jusqu'au 21 janvier dans la soirée pour se raviser. Faute de quoi, la COPABF invite la population à manifester pour apporter son soutien au Mali malgré la décision du ministère en charge de l'administration territoriale de suspendre toute manifestation sur l'ensemble du territoire burkinabé. À partir de cette date de la conférence de presse jusqu'au soir du 21 janvier, qu'il se démarque officiellement, qu'il dise clairement au peuple burkinabé qu'il n'est pas
derrière cette sanction de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le peuple malien. Sans quoi, nous appelons effectivement le 22 matin à ce que toute la population burkinabé, tout le monde puisse se mobiliser derrière cette date-là. Nous allons faire une marche au niveau du Burkina Faso et dans les différentes zones. On demande au peuple de ne pas sortir. On interdit au peuple de manifester. Jusqu'à quand? Ça n'a pas été dit. Donc nous pensons que c'est caduc et nous n'allons pas respecter cela. Depuis l'élection de Roch Marc Christian Kaboré pour son second mandat à la tête du Burkina Faso, la crise sécuritaire s'est davantage dégradée avec un nombre croissant de personnes déplacées internes. Et face à ce ras-le-bol des Burkinabés, la COPABF dit soutenir toute initiative visant à redonner au Burkina Faso toute son intégrité territoriale et la lutte contre la corruption, devenue de plus en plus galopante sous le régime Roch Marc Christian Kaboré. Voilà pourquoi. À l'issue de son 4e sommet extraordinaire sur le Mali, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a infligé de lourdes sanctions au Mali. Quelques heures après l'annonce de ces sanctions, les autorités maliennes ont répliqué en imposant les mêmes sanctions aux pays membres de la CEDEAO au nom du principe de la réciprocité. Il s'agit notamment de la fermeture des frontières terrestres et aériennes et la suspension des transactions bancaires et commerciales entre la CEDEAO et le Mali. Des sanctions dénoncées par le mouvement Yerewolo, qui veut dire en français debout sur les remparts. On retrouve notre correspondant sur place au Mali, Bourema Soulo, pour le reportage. Lors du sommet extraordinaire du 9 janvier par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, les sanctions qui pèsent désormais sur le Mali divisent le pays. Dans les rues de la capitale Bamako, il y a ceux qui ne trouvent pas des mots assez durs pour condamner ces sanctions. Pour le mouvement Yerewolo debout sur les remparts, un mouvement qui manifeste régulièrement contre la présence militaire française au Mali, c'est la main de la France qui est derrière les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Nous le confirmons, la CEDEAO est tout simplement sous ordre de la France. Macron l'a dit, Yves Le Drian l'a dit, Florent Parly l'a dit. Tant que les autorités maliennes n'acceptent pas de faire ce que la France demande, la France va tout faire pour isoler le Mali. La France va tout faire pour sanctionner le Mali et nous sommes là aujourd'hui. En réponse aux sanctions de la CEDEAO, notamment de fermer les frontières avec le Mali, les autorités de la transition ont riposté au nom du principe de la réciprocité. Pour cet enseignant-chercheur spécialiste des questions économiques, en décidant de fermer les frontières maliennes, le gouvernement malien a oublié un détail. Mais je pense que le fait de dire nous fermons au nom de la réciprocité nos frontières avec les États de la CEDEAO qui nous ont sanctionnés, pour moi c'était une erreur et je ne pense pas qu'ils aient pensé à l'aspect où on laisse passer les produits de première nécessité, les médicaments, les hydrocarbures, la réserve. La réserve du Mali en termes d'hydrocarbures, c'est 2 semaines, pas plus. Et aujourd'hui, s'il n'y a plus d'hydrocarbures dans les stations d'essence, c'est tout le Mali qui s'arrête. C'est les militaires qui ne sont pas approvisionnés au front. Dans un communiqué rendu public ce mardi, le cadre d'échange des partis politiques invite les autorités de la transition à s'inscrire dans la voie de la recherche du consensus et de l'unité et de ne pas rompre les contacts avec la CEDEAO et l'ensemble des partenaires du pays. Lors d'un conseil des ministres extraordinaire tenu lundi 10 janvier, le gouvernement a appelé les Maliens à manifester sur toute l'étendue du territoire le vendredi 14 janvier. De nouvelles manifestations contre l'armée au pouvoir ont eu lieu jeudi au Soudan. Pour la première fois, la police, qui fait régulièrement état de dizaines de blessés dans ses rangs, a annoncé la mort d'un de ses généraux dans un défilé à Khartoum. Un événement qui fait craindre une nouvelle flambée de violence malgré le lancement lundi d'un dialogue indirect avec les parties civiles et militaires soudanaises sous l'égide de l'ONU. La mobilisation ne s'essouffle pas au Soudan. Ce jeudi, la police a annoncé que l'un de ses généraux avait été tué à Khartoum alors qu'il tentait de maintenir l'ordre. Jusqu'ici, le face-à-face qui oppose policiers et manifestants anti-putsch n'avait pas fait de victimes du côté des forces de l'ordre. Mais dans les rangs des manifestants, le bilan s'élevait déjà à 63 morts. Les forces de sécurité soudanaises ont de nouveau tiré ce jeudi des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants qui demandent le retour d'un pouvoir civil. Ces violences interviennent quelques jours seulement après l'arrivée dans le pays d'un émissaire de l'ONU. L'Allemand Volker Perthes espère faire revenir tous les acteurs soudanais à la table des négociations.
L'association des professionnels soudanais au rôle déterminant dans les manifestations anti-Béchir a pour le moment rejeté d'éventuels pourparlers. Le Soudan traverse une crise politique profonde aggravée par le coup d'État militaire du 25 octobre mené par le général Al-Burhan. Un consortium de structures spécialisées dans l'événementiel organise un village de la CAN pour permettre aux Burkinabés de suivre la CAN sur écran géant. C'est également un cadre d'épanouissement pour le public qui va s'étendre sur toute la période de la CAN. Les initiateurs étaient face à la presse le 12 janvier 2022 pour inviter les populations à se joindre à eux le temps de la CAN. Abdourahim Mienye. Durant toute la période de la CAN, ici à l'espace de la mairie de Bogodogo, un dispositif spécial pour permettre aux amoureux du foot de suivre les matchs en direct. En plus de l'écran géant, des plateaux d'animation avec des stands de nourriture et de boissons seront installés sur le site. Une initiative portée par 4 organisations réunies avec pour objectif de mettre la joie dans le cœur des Burkinabés à travers ce cadre convivial autour de la CAN 2021. Donc l'écran que vous voyez déployé, c'est un écran de exotique, c'est un écran de 36 mètres carrés. De dernière génération. On a voulu vraiment mettre le paquet pour offrir aux Burkinabés du haut niveau. Tous les matchs de la CAN vont être diffusés. En plus de cela, nous prévoyons des animations entre les mi-temps, des animations le soir, avec des jeux. Il y aura des promotions, des jeux à gagner, des lots à gagner, des jeux. Voilà, c'est vraiment de pouvoir apporter un peu de réconfort et de faire vivre la passion du football au Burkinabé. C'est vraiment le principal enjeu, c'est ce qui nous motive. Le consortium regroupe Karma Conseil, Déco International, Biza Production et Exotique avec l'accompagnement d'autres partenaires tels que Canal+ et Orange Burkina. La création de ce consortium pour la circonstance témoigne de la capacité des Burkinabés à travailler ensemble, selon la directrice de Karma Conseil. On entend beaucoup de critiques, on dit les gens aiment aller en singleton. Nous, on veut prouver que les jeunes Africains peuvent aussi travailler ensemble et réussir des choses ensemble. Donc, c'est vraiment dans un esprit de transparence, c'est dans un esprit sain et c'est dans un esprit de fraternité et de collaboration qu'on a décidé de façon spontanée d'aller ensemble et de travailler ensemble parce qu'il y a une confiance entre nous, parce qu'on se connaît et parce qu'on est sûr qu'ensemble, on va être plus fort. Le consortium annonce pour les jours à venir un quiz à travers son partenaire Orange Burkina. Un jeu de questions-réponses qui à la fin va se solder par un tirage au sort pour désigner les gagnants des lots composés entre autres de motos, de smartphones et d'une villa. Cette information avant de nous séparer, CAN 2021, les étalons sont en passe de signer leur première victoire de la compétition. Actuellement aux prises avec le Cap-Vert, les poulains de Kamoumalo mènent par le score de 1-0. Retenez que dans ce groupe A, le Cameroun a consolidé sa première place en battant l'Éthiopie 4-1 avec un doublé du capitaine des Lions indomptables, Vincent Boubacar. Nous reviendrons sur cette actualité sportive avec nos envoyés spéciaux au Cameroun. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir honoré ce journal du soir sur Twitter TV. On se dit à demain 20h avec de nouvelles informations. Prenez toujours soin de vous. Bonsoir.